On se retrouve pour un nouveau concept de Nos Français ont du talent. On est avec Thomas Mariani, qui n'est d'autre que l'auteur de Hero, édité chez Girlstream. Alors Hero, qu'est-ce que c'est? C'est une réécriture de Shakespeare, de la pièce Beaucoup de bruit pour rien, en plus moderne, en plus punk, en plus magique. Donc merci Thomas d'être parmi nous aujourd'hui. Vous allez pouvoir répondre à notre quantité de questions sur mon petit carnet. Et j'espère que ça vous donnera aussi envie de découvrir cette histoire que j'ai trouvée personnellement très originale et très très chouette. Tout d'abord, je te remercie de ton invitation. Moi, ça me fait très plaisir. On commence par la première question. Et c'est parti. C'est parti. Alors, ton roman Hero revisite une œuvre très très connue de Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'attaquer à un tel monument? Alors, tout d'abord, c'est un coup de cœur que j'ai eu dans mes jeunes années lorsque j'avais découvert l'adaptation au cinéma de Kenneth Branagh qui se passait en Toscane, joué par Emma Thompson, qui était sa femme à l'époque, avec Keanu Reeves, Denzel Washington, enfin une distribution vraiment chouette. Et j'avais découvert cette pièce, c'était ma porte d'entrée dans le théâtre de Shakespeare. Pour moi, Shakespeare, c'était quelque chose d'un peu loin de moi, même si je faisais déjà beaucoup de théâtre, mais c'était pas ma culture à l'époque. C'était plutôt une culture classique, Molière et compagnie. Et là, j'ai découvert effectivement la musicalité de la langue anglaise, notamment, et ce que des acteurs pouvaient en faire. Et du coup, ça m'a donné envie de l'adapter en français. Du coup, je l'ai retraduite parce que les traductions françaises étaient un peu vieillottes et très littéraires. Et je l'ai mise en scène, je l'ai même jouée. Et j'ai gardé ce coup de cœur tout le temps. Dès que j'avais quelqu'un qui venait chez moi et qui avait envie de découvrir quelque chose d'original, je lui mettais le film. Il n'avait pas le choix, il fallait qu'il regarde cette... Et en VO, s'il vous plaît, bien sûr. Donc ça, c'est mon coup. Ça, c'est, je dirais, ce qui est avant, c'est le terreau dans lequel, et l'idée de repartir effectivement sur ce projet, sur cette matière, c'est venu d'une envie que j'avais en tant qu'auteur de fantasy, de pouvoir proposer quelque chose à un nouveau lectorat qui est arrivé ces dernières années dans notre secteur, qui est un lectorat plus féminin, un lectorat aussi plus attentif à la psychologie des personnages et aux relations qui se tissent avec les personnages, dont la romance. Mais je me disais, c'est parti en fait de mauvaises blagues qu'on se faisait avec un copain sur un quai de gare en se disant que voilà, on était bon pour l'hospice des vieux auteurs has-been cisgenres, et que maintenant, bien sûr, il fallait laisser la place à des jeunes femmes de talent qui arrivaient effectivement pour partager des histoires pour essentiellement d'autres jeunes femmes. Et donc nous, on s'en sentait un peu exclus, et puis on n'était pas d'accord, on disait non, il faut résister et tout ça. Donc on plaisantait, voilà, c'était pas forcément de bon goût toujours. Et après, moi, dans mon train, je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais en quoi je pouvais être légitime pour faire ça? Et là, je me suis souvenu de cette pièce de Shakespeare, de cet amour que j'ai pour cette pièce de Shakespeare, pour ces personnages, pour ce marivaudage sous le soleil de l'Italie. Et je me suis dit, bah oui, mais en fait, dans cette pièce, Shakespeare, il avait déjà inventé l'Enemies to Lovers, le slow burn, le mariage arrangé, il y a tout dedans. Mais qu'est-ce que je pouvais y apporter moi d'autre? Et bien sûr, c'était mon amour des mondes imaginaires et de la fantaisie, et du coup la ville de Messine tout de suite où se passe l'action, donc une ville sicilienne, c'est d'un coup, je ne sais pas pourquoi, la magie de l'inspiration, elle s'est levée dans le ciel au milieu des nuages avec des cascades qui retombaient, et puis autour de la montagne principale de l'île, il y avait une corolle de créatures qui tournoyaient, et puis voilà. Donc Shakespeare avec des wyvernes, avec des dragons, et c'est comme ça que c'est né. Je rebondis un petit peu sur les tropes dont tu as commencé à parler. Qu'est-ce que ça t'évoque un petit peu, ces premières tropes, innovées par Shakespeare, et comment tu as pu les revisiter? La trope principale de Beaucoup de bruit pour rien, c'est l'Enemies to Lovers. Alors, maintenant, on préciserait, on dirait plutôt Rivals to Lovers, si on voulait vraiment être précis. Shakespeare l'a inventé. Alors, il reprenait une farce italienne qui s'appelait déjà Béatrice et Bénédicte, mais bon, il l'a complètement réinventé, et puis il en a fait autre chose. Donc là aussi, c'est la preuve que souvent un auteur, il invente rien, il repart tout de suite toujours de quelque chose, même Shakespeare au XVIe siècle. Donc ce trope-là, c'est un trope sur lequel j'ai toujours été très sensible, parce qu'il dit beaucoup de choses, des relations humaines, du sel, de la rencontre. Et surtout, c'est un trope qui a infusé notre culture occidentale
voilà, on pense au cinéma de Frank Capra avec les Screwball Comedy. On peut penser aussi à Han Solo et Leia dans La Guerre des Étoiles. Voilà, il y a plein. Et puis plus récemment, il y a plein. Effectivement, il y a plein d'autres choses. Moi, ce trope-là m'a toujours plu parce qu'il dit beaucoup de choses, de nos individualités, de la façon dont on se confronte à l'altérité, à l'autre, souvent l'autre sexe, et que la première leçon de ces Enemies to Lovers, c'est de vivre suffisamment d'épreuves en commun pour apprendre à se connaître. Et si en plus il peut y avoir des gens avec un peu de spiritualité, avec un peu de, comment dire, avec un peu de punch, et puis un regard incisif sur la société, c'est souvent très savoureux. Et du coup, combien de temps t'as pris l'écriture de ce roman et quel a été ton ressenti pendant cette écriture? Alors, pour moi, c'est allé très vite pour le temps de l'édition. L'anecdote dont je parlais sur mon quai de gare, pour tout dire, je crois que ça a eu lieu en février ou en mars 2023. Tout ça, ça a cheminé pendant quelques mois. J'ai commencé l'écriture un peu comme ça pour voir ce que ça donnait. J'ai failli arrêter quelques mois plus tard et puis on m'a donné un coup de pied aux fesses. On m'a dit si, tu tiens quelque chose, il faut que tu continues. Et donc j'ai foncé à ce moment-là. Et 6 mois plus tard, j'avais mon premier jet. Donc on était au printemps 2024. Et j'ai trouvé mon éditeur durant l'été 2024. Donc l'équipe de Gulfstream. Voilà, et donc ça a été assez rapide en fait. Il y avait pendant l'écriture, il y avait une sorte d'évidence que effectivement je tenais quelque chose et surtout c'est une période qui contrastait beaucoup avec les 10 dernières années, 10 années pendant lesquelles j'ai pas publié et sur lesquelles j'ai essayé différents projets qui n'ont pas fonctionné. Et là, celui-ci, voilà, ça s'est ouvert d'un coup, à la fois en termes d'inspiration et puis de réception dans le monde de l'édition. Parce qu'en plus, il avait été sélectionné pour le concours Big Bang. Oui, j'ai vu. Ça, c'est super. Quelle a été la scène la plus difficile à écrire et celle la plus amusante, à contrario? Question un peu difficile. Difficile. Alors, je ne sais pas s'il y a une scène en particulier. Ce qui a mobilisé toute mon attention et tout mon soin, ça a été de traduire la langue de Shakespeare en français dans des dialogues de romans. Parce que donc je suis reparti du texte anglais et le souci c'est que dans une pièce il y a une convention qui fait que ça va très vite. Dans une pièce on se déteste très vite, on tombe amoureux très vite. Ça se résout assez vite. En 1h30, 2 heures de temps, il faut que ce soit plié. Et il a fallu l'adapter à un roman. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être ce qui a été le plus compliqué, ça a été de gérer ce timing, notamment pour deux des personnages principaux, qui sont Bénédicte et Béatrice, donc nos deux Enemies to Lovers, qui, dans la pièce, en 3 scènes, boum, ça y est, ils passent de la haine. On leur fait croire chacun mutuellement qu'ils sont amoureux de l'un de l'autre. Et puis, du coup, ils prennent ça pour argent comptant. Et voilà, et c'est plié. Et donc, après, c'est une autre intrigue qui va faire que ça va durer un peu. Mais ce n'était pas possible dans un roman. Et encore plus aujourd'hui. Donc, il a fallu doser ça et notamment trouver un événement déclencheur que la pièce ne propose pas, pour que effectivement Bénédicte, donc ce jeune chevalier qui roule des mécaniques et qui jure de rester célibataire jusqu'à la fin de ses jours, puisse effectivement renoncer à ça. Et donc il a fallu, je trouve, que j'invente une autre scène pour qu'il ait ce coup de cœur, pour que voilà. Et donc c'est une scène de chant et de danse où il est spectateur et il voit Béatrice chanter et danser. Et c'est là qu'effectivement, il sombre complètement. Cette scène, elle m'a beaucoup marqué. Et ça a été peut-être la plus difficile. Et cette scène, en plus, je l'ai écrite, c'était, je m'en souviens très bien, c'était un soir, j'étais fatigué, j'avais dit, ce soir, j'écris pas. Et puis finalement, pour X raisons, la vie de famille fait que j'avais besoin de m'isoler et tout ça. Je me suis dit, j'écris 2 lignes, je mets un morceau de musique et j'écris ce que j'écris en musique. Donc j'ai mis mon casque pour m'isoler et j'ai mis le même morceau en boucle. Donc il y a un morceau de musique qui est comme dans la scène au dulcimer, qui est un instrument en cordes frappées. Et je l'ai mis en boucle et presque dans un état de transe, j'ai écrit cette scène-là. Ouais. Comme Béatrice à ce moment-là. Exactement, comme Béatrice à ce moment-là. Et ça s'est ressenti. J'avais regardé une pub Kenzo, où il y avait effectivement une jeune actrice, Margaret Alley, qui
qui danse en faisant des grimaces et tout ça, et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai regardé ça et après c'était parti. Donc c'était peut-être la scène la plus intense, en tout cas à écrire. Ouais. Et ces scènes qui m'ont le plus amusé, je crois que c'est les scènes avec les gnomes, avec leur langage. Voilà. Alors qui existe un peu, il y a effectivement cette milice privée dans la pièce de Shakespeare qui s'exprime de manière complètement, dont leur chef s'exprime de manière complètement ahurissante en prenant d'autres mots à la place. Et je l'ai poussé un peu plus loin, en plus en leur donnant dans la bouche d'une race de fantaisie à part. Voilà. Et puis en allant chercher sur d'autres trucs aussi que j'avais déjà écrit avant, que j'ai mélangé. Voilà, ce qui donne ce phrasé un peu particulier. Et qui, vrai. Je crois, marche bien. C'est vrai que ça a rapporté un petit peu plus de dynamisme dans la lecture. Est-ce que certaines personnes t'ont aidé à la conception du roman ? Bien sûr. Quand un roman arrive déjà à son terme en termes d'écriture, puis après trouve une réception dans un monde professionnel, effectivement, il y a plein de gens qui interviennent. Alors tout d'abord, il y a eu mon groupe d'écriture. J'habite en région parisienne et sur Paris, on est plusieurs auteurs, parfois confirmés, parfois débutants. Enfin voilà, on est maintenant une quinzaine. Et on se retrouve un dimanche par mois pour écrire. D'accord. Voilà. Alors, certains écrivent à plusieurs mains. Parfois, c'est pour effectivement échanger sur leur projet en commun. Et parfois, on écrit chacun de notre côté nos projets et ainsi de suite. Et j'avais fait lire cet acte 1 à ce groupe-là. Et les retours ont été vraiment très bons. Ils m'ont surpris. Au point que lorsque j'ai dit que je n'étais pas sûr que c'est ça que je voulais continuer à écrire, que stratégiquement, il fallait peut-être que j'écrive autre chose et tout ça, on m'a copieusement engueulé en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Là, t'as un truc, vas-y, va jusqu'au bout, arrête. » Donc du coup, ça m'a... Voilà, on me dit, bon, ok, si on m'engueule, c'est qu'il faut là. J'avais besoin de me faire engueuler, certainement, pour continuer, pour pas abandonner. Donc voilà, déjà, toute cette équipe, voilà, je leur dois beaucoup. Après, il y a des bêta-lecteurs. Là, une fois que le roman est fini, donc parfois dans cette équipe-là, il y avait des bêta-lecteurs, et des bêta-lectrices, surtout. Et puis j'ai été chercher aussi des gens que je connaissais pas, donc des bêta-lectrices. Enfin, c'est la magie effectivement de nos réseaux actuellement, c'est qu'on peut trouver des gens facilement, voilà, professionnels ou amateurs éclairés. Et donc ces personnes-là m'ont beaucoup aidé, dont une, Sophie, qui m'a fait un retour, non pas parce que le retour était bon sur ce que j'écrivais, elle avait bien aimé, mais surtout elle m'a pointé différentes choses. Et puis une fois qu'il y a eu l'accès chez l'éditeur, là c'est les équipes qui entrent en jeu, et je pense notamment à Camille Ménez, mon éditrice, qui m'a fait un retour, en plus qui m'a fait un retour de là où elle est, elle, en tant que jeune éditrice, en tant que jeune femme de moins de 30 ans. Et c'était très intéressant, parce que du coup, elle a pointé certains biais que je pouvais avoir, même si je pense que j'avais déjà fait attention à des choses, mais elle m'a pointé d'autres éléments, qui fait que, du coup, voilà, le texte a gagné, effectivement, en précision et en pertinence. Voilà. Et puis après, il y a toutes les équipes qui font que le livre arrive jusqu'aux libraires, dont les libraires eux-mêmes, voilà, qui font l'accueil du livre. D'accord. Et du coup, il n'y a pas aussi quelqu'un qui a recorrigé le livre ou pré-corrigé avant de l'envoyer à une maison d'édition ? Ah si, c'était Sophie. C'était Sophie, voilà, d'accord. Sophie qui effectivement m'a aidé, m'a corrigé. Enfin, elle n'a pas corrigé, elle n'a pas fait les corrections orthotypo, mais elle a fait vraiment une bêta-lecture poussée. D'accord. Voilà. Et puis, j'avais eu deux autres personnes aussi extérieures qui m'ont apporté deux, trois éléments voilà, avant l'envoi chez l'éditeur. D'accord. Donc, ton roman, il est structuré par actes, un petit peu comme une pièce de théâtre. Est-ce que tu peux expliquer ton choix ? Le choix, il est assez simple. C'est pour rappeler que c'est une pièce de théâtre à la base. Voilà, souvent un roman se construit en différentes phases. On parle même en technique d'écriture, on parle des 3 actes, on parle des 5 actes, on parle même il y a des gens qui disent qu'il faut faire 22 étapes, voilà, pour que nos héros arrivent à une fin satisfaisante. Donc moi, ça semblait évident de mettre ça en acte. En plus, chez Gulfstream, ils ont eu l'idée très intéressante de me dire, très bien, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas une citation de Shakespeare pour chaque acte ? Et ce qui était une très bonne idée. Je n'étais même pas allé jusque-là. Et puis, pourquoi pas mettre un petit texte d'ouverture aussi inspiré par Shakespeare ? Donc là, du coup, j'ai été voir l'ouverture d'Henri V, que j'ai réécrite, que j'ai remis dedans pour essayer de voir
de construire pour montrer que voilà, mon rapport à Shakespeare, il n'est pas simplement sur beaucoup de pour rien. C'est que je le prends, puis je prends différentes influences shakespeariennes et j'en fais mon sel. Donc, cette sensation de lire un roman très théâtral se tient aussi pas simplement sur le découpage en actes, mais aussi sur la façon dont je fais dialoguer les personnages. Parce qu'effectivement, j'ai voulu garder quelque chose de Shakespeare, même si je l'ai modernisé, même si j'ai pas pris toutes les répliques, même si certaines j'en ai simplifiées, d'autres je les ai réécrites. Et donc je voulais vraiment, vraiment ça, cette impression d'originalité, de théâtralité. Alors je sais que certains peuvent trouver ça un peu grandiloquent parfois sur certaines répliques, mais les répliques les plus grandiloquentes sont faites aussi pour appuyer la psychologie de certains personnages, notamment des personnages qui m'ont été très utiles, qui sont les 3 gardiens de l'île de Messine, qui sont 3 chats ailés, donc doués de parole et tout ça, et à qui j'ai pu donner des répliques de Shakespeare que j'avais vraiment envie de garder parce qu'elles étaient drôles, elles étaient musicales, mais elles auraient sonné fausses dans la bouche de personnages modernes. Du coup, en leur donnant à eux, ça me permettait de les garder, ça me permettait d'amener aussi un peu d'humour, et je restais ainsi fidèle à l'héritage shakespearien. Et en même temps, ça rajoutait un petit peu d'imagination et de fantaisie avec ces petits personnages que moi, je n'ai retrouvé dans aucun livre personnellement. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié, et en plus, leur réplique était très, très drôle, et ça apportait quelque chose au récit, je trouve. Alors, tu sembles développer une affection toute particulière pour Hiro, le personnage principal. Qu'est-ce qui t'a touché le plus chez elle, dans son histoire? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans la pièce d'origine, c'est Bénédicte et Béatrice qui tiennent le devant de la scène. Et donc, lorsque j'ai commencé à travailler cette adaptation, je suis parti sur eux. Mais j'ai buté sur le fait que, comme je ciblais effectivement un lectorat jeune adulte, Béatrice et Bénédicte, même si je les ai un peu rajeunis, c'était difficile de leur donner moins de 25 ans. Car c'est des personnages, c'est des personnages qui ont déjà baroudé dans le monde. Ils sont revenus de certaines illusions que peut avoir la jeunesse et tout ça. Donc je voulais pas les faire rajeunir. Les faire rajeunir parce que du coup leur dispute aurait perdu. Enfin, soit n'aurait pas été naturelle, soit aurait perdu en éclat. Donc je cherchais effectivement à me rapprocher, à aider un lectorat à pouvoir s'identifier facilement à la protagoniste principale. Et donc là, je suis allé sur Hiro, dans la pièce de Shakespeare. Hiro, qui est donc la cousine de Béatrice et l'héritière de Messine, est un personnage un peu sacrifié. Et c'est ça tout le génie de Shakespeare dans cette pièce-là, c'est qu'à la fois, il y a un personnage extrêmement moderne pour le XVIe siècle, le personnage de Béatrice, qui est une femme indépendante qui refuse le mariage, et à la fois, il y a cette toute jeune fille à qui on promet un mariage et on lui demande pas son avis. Alors, voilà, elle passe de l'autorité du père et du mari, et puis elle n'a rien à dire. Et donc, j'ai trouvé ça effectivement intéressant de la prendre, elle, et de la mettre sur le devant, et qu'on vive l'histoire essentiellement à travers ses yeux. Et en faisant ça, du coup, je me suis effectivement beaucoup attaché à Hiro, qui est vraiment la victime de l'histoire, mais qui va effectivement refuser cette position et qui va décider de prendre les choses en main. Ça, j'ai ressenti aussi. Et j'ai bien aimé qu'elle ne se laisse pas abattre et qu'elle veuille se battre, mais pour elle. Voilà, donc ça, c'était super. Et c'est actuel. Ça rentre complètement dans... C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Et du coup, si tu choisirais 3 mots pour la décrire, qu'est-ce que tu utiliserais? Pour moi, Hiro, j'utiliserais 3 adjectifs. Elle est magicienne, elle est draconnière, et donc elle est libre. C'est vrai. Et elle gagne sa liberté. Elle gagne sa liberté au fur et à mesure du roman. Mais c'est pas son prix. C'est vrai. Il y a toujours un prix à payer. Et quelles ont été du coup les inspirations pour la moderniser, Hiro? Ça, c'est très... Étrangement, c'est venu assez naturellement. C'est que, effectivement, je suis un grand consommateur de livres, de séries, et j'ai pas une référence. Autant pour Béatrice et Bénédicte, effectivement, on peut, parce qu'eux-mêmes ont inspiré une partie de la culture, comme je le disais tout à l'heure, mais pour Hiro, j'ai pas de référence précise. C'est plein de choses qui se sont assemblées. C'est peut-être
C'est peut-être aussi un peu la fille idéale que je n'ai pas, parce que je suis un heureux papa, mais que de garçon. Voilà, donc peut-être que ça a joué, peut-être que c'est aussi une sorte de jeune femme idéalisée aussi, mais en essayant de mettre, voilà, de lui mettre aussi des zones d'ombre, des difficultés, effectivement. Elle a à vivre des choses qui sont pas faciles. Elle se pose un questionnement qui, effectivement, interpelle beaucoup ce en quoi elle croit. Euh, j'ai pas de modèle, je pense pas me référer, peut-être. Et puis même quand je l'ai imaginé, elle avait pas un visage particulier, alors que pour pareil les autres personnages, c'était facile de mettre des visages, voilà, Mais c'est ça qui de la la rend si culture. unique au final. Et non, Hiro, j'ai pas. C'est plein d'influences qui font que du coup, il n'y en a pas une qui se détache plus qu'une autre, je pense. Qu'as-tu voulu apporter du coup à l'univers de Shakespeare? Je suis pas sûr d'avoir voulu apporter. Je pense que c'est surtout lui qui m'a apporté beaucoup. J'ai été pioché sans vergogne dans son univers pour recréer le mien. Donc moi que j'appelle le Shakespeare punk. Oui. Alors le Shakespeare punk, c'est pas un terme que j'ai inventé. Hein. C'est un terme qui existe en Angleterre et aux États-Unis, mais qui date des années 70, mais qui a trait à un mouvement musical. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je ne sais pas trop pourquoi, des groupes de rock, des groupes de métal aussi, se sont inspirés du théâtre de Shakespeare pour faire de la musique. Donc c'est là qu'on a inventé le Shakespeare punk. Le terme en tout cas. J'ai repris ça plus par rapport à... Alors tout d'abord, c'est un ami qui m'a soufflé la terminaison du truc. Donc même ça, je ne l'ai pas inventé. C'est un ami qui m'a dit « Ah ouais, ce que tu fais, c'est du Shakespeare punk ». Et je trouvais ça drôle. Voilà, et puis après, ça m'a dit « Mais oui, effectivement. » Drôle mais vrai. Drôle mais vrai. Et donc, oui, j'ai voulu le terme punk, d'abord parce que ça fait référence au cyberpunk et au steampunk, qui est une façon baroque de réinventer les choses, ou d'imaginer des choses en associant des choses contraires et ainsi de suite, en imaginant des réalités parallèles où la technologie ou l'histoire a divergé par rapport à notre monde. Donc ça, je trouvais ça très bien parce qu'effectivement, j'ai construit un XVIIe siècle alternatif dans un monde gouverné par trois forces, en imaginant que l'empire mongol ne s'est pas arrêté, pas entré en déliquescence au XVe siècle, mais a continué et a présenté une telle menace d'invasion pour l'Europe et pour la partie méditerranéenne de l'Afrique, que du coup, tous ces peuples, tous ces royautés n'ont pas eu de choix que de s'allier pour effectivement contrer cette invasion-là. Donc j'imaginais effectivement une base historique complètement différente. Donc voilà, donc là il y a déjà première définition de punk. Et puis punk aussi parce que j'avais envie de proposer une histoire, une approche différente de la fantasy romance ou de la romantaisie. Je voulais, voilà, je reviens tout à l'heure à la question de ma légitimité. J'avais envie de proposer quelque chose que seul moi pouvais faire. Voilà, quelque chose qui n'existait pas actuellement, non pas que ce soit mieux ou moins bien que ce qui existe déjà, mais quelque chose de complémentaire. Et dans ça, pour moi, c'était un peu punk, parce que c'est de rappeler que quelqu'un du XVIe siècle, comme Shakespeare, peut avoir une actualité aujourd'hui, peut avoir une pertinence aujourd'hui. Alors du coup, parle-nous un petit peu de ce qui est prévu après. Est-ce que tu as des tomes compagnons, des idées Est-ce que tu aimerais rester dans le même univers que tu as créé ou tu t'es inspiré du coup de Shakespeare? Alors effectivement, j'aimerais beaucoup continuer dans cet univers-là que j'ai réassemblé, parce que ne serait-ce que dans Hiro, on va faire un petit tour du côté du songe d'une nuit d'été avec les fées, avec Titania, Oberon. J'introduis le personnage d'Othello. Introduit aussi les jumeaux Viola et Sébastien, qui sont les héros de La Nuit des Rois, qui est une autre des pièces de Shakespeare. Donc voilà, donc j'ai mis en place différentes choses que j'aimerais développer, même si Hiro est un one-shot. La fin est un petit peu ouverte, mais l'histoire se suffit, le roman se suffit en lui-même. Donc j'aimerais effectivement proposer et aller effectivement mettre en avant, garder le même principe de mettre en avant d'autres figures féminines shakespeariennes. Donc je pensais à Desdémone, je pense donc à Viola. Donc c'était ça le projet de départ. Maintenant, je ne sais pas effectivement si Hiro va rencontrer un public suffisamment important pour que un éditeur veuille effectivement d'autres romans qui se passent dans cet univers. J'ai aussi envie de développer Viola et Sébastien, mais dans leurs jeunes années, là, lorsqu'ils ont entre 13 et 15 ans, pour proposer ça à un public plus jeune aussi. Plus jeunesse, oui. Ouais.
Donc les projets sont là, maintenant rien n'est fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ton histoire? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre aux lecteurs? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent en fait après avoir lu cette histoire? Ah. Un peu difficile. Oui, parce que c'est quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose que j'avais en tête. Alors, j'avais envie effectivement, de montrer comment une jeune femme peut trouver sa place malgré la pression de la société, Mhm. l'importance du patriarcat et ses dégâts et son aspect négatif. Maintenant, en prenant un peu plus de recul maintenant sur ce que j'ai écrit, je crois que le roman parle aussi de la fragilité. Fragilité d'une jeune génération par rapport aux attentes des aînés, par rapport au monde dont ils héritent, et que cette fragilité, elle doit s'exprimer, et que cette fragilité peut être la voie vers un regard différent, vers aussi un combat que chacun peut mener pour trouver sa place. Comment tu as écrit la scène du mariage? Quel était ton ressenti à ce moment-là? Et est-ce que tu as du coup retwisté la version de Shakespeare? Alors, pas vraiment. Donc, il y a le texte de Shakespeare. Il y a aussi, qui est très présent, l'interprétation de Kenneth Branagh dans son adaptation cinématographique. Le texte est violent, déjà, les propos, mais ils sont très imagés et tout ça. Là où j'ai été surpris, c'est que dans cette scène-là, Kenneth Branagh a mis cette violence en acte. Voilà, Claudio n'hésite pas à attraper Hiro par les cheveux, à la traîner, à la rejeter. Ce qui ne sont pas enfin, il n'y a pas de didascalie dans Shakespeare, ou extrêmement peu. Donc, c'était pas dit. Et effectivement, alors qu'on est sur une comédie, tout d'un coup, il y a un élément tragique, effectivement, important, qui remet tout en cause. Où on se dit, ah, ça a commencé, c'était drôle, et puis finalement, ça va... Ah ben, on est dans Shakespeare, ça va mal se terminer. Bon, la pièce se termine bien, et mon roman relativement aussi. Mais c'est un moment important, c'est un moment surtout où, je parlais de fragilité tout à l'heure, où la fragilité de Claudio, donc le jeune promis qui doit épouser Hiro et dont Hiro est amoureuse, a priori, montre à son vrai visage. Dans la pièce de Shakespeare, Claudio se rachète plus ou moins. Mais bon, on va dire qu'il faut qu'il y ait une happy end et tout ça. C'est différent chez moi. Oui. C'est différent chez moi parce que je pense que c'était impossible que ça se passe aujourd'hui, parce que qu'elle lui pardonne. Donc c'était et quelque part, bon, c'est un élément. Dès le départ, je savais que Claudio ne pouvait, même dans mes premières versions, avant que je l'écrive, Claudio mourait à la fin. D'accord. Voilà, il mourait à la fin. Tu es Père Bénédicte? Non, il mourait, quelque part dans la bataille finale, il se sacrifiait d'une certaine façon, voilà. Même d'ailleurs, dans les premiers synopsis envoyés aux éditeurs, c'était ça, Claudio mourait à la fin, et ça se terminait par un beau mariage avec tout le monde. Mais j'ai gardé la pienne de Shakespeare, tout le monde se mariait à la fin, et donc Hiro se mariait aussi. Donc là, au fur et à mesure, quand je suis arrivé à la fin, j'ai écrit ça complètement différent. Je me suis dit, non, c'est pas possible, là aussi, je peux pas aller sur quelque chose, j'ai pas envie. Et pas simplement parce que j'ai envie de raconter la suite peut-être un jour, mais je voulais que la fin soit différente, parce que c'était impossible après la violence de la scène. Donc moi, j'ai gardé cette violence-là. J'ai aussi rajouté un détail vestimentaire qui fait que dans la bousculade, Hiro se retrouve quasiment nu sur l'autel de son mariage. Du coup, c'est le message un peu de la fragilité. Voilà, c'est ça. Donc j'ai voulu pousser, et j'ai voulu pousser aussi le curseur, moi aussi, encore un peu plus loin. C'est pas un hasard. On est pile au milieu du livre, oui. à cet endroit-là. Gros élément déclencheur pour passer sur une autre partie. On est pile au milieu du livre. Et moi, ça permet de redynamiser effectivement l'histoire, qui pouvait effectivement un peu ronronner sur le terme de la comédie. C'est vrai que sur 600 pages, comme ça, ça a redonné une nouvelle lancée. Et surtout, ça donne une marge de rebond pour Hiro qui est énorme. Elle peut pas être plus bas, parce que même en plus, on va continuer à la menacer, on va vouloir l'envoyer au couvent et tout ça. Et là, c'est là qu'elle va se révéler. C'est dans l'adversité qu'effectivement l'héroïne se révèle. Donc cette scène, elle a été. Je savais qu'elle serait violente dès le départ, et c'est même ce qui m'a motivé dès le début à reprendre cette histoire, c'est que je voulais faire différemment, et j'avais eu ce ressenti, même si, comme je le disais, j'adore la pièce et j'adore l'adaptation de Kenneth Branagh.
Claudio, il s'en tirait quand même à bon compte, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. Voilà. Et surtout, en plus, dans l'adaptation de cinéma, enfin voilà, après... Dans la pièce de Shakespeare, du coup, il se marie avec Hiro à la fin. il se marie avec Et Hiro à il la fin. lève le voile et il découvre que Voilà, c'est elle et qu'elle n'est pas morte. Voilà, c'est ça. Donc on lui fait croire qu'elle est morte, donc pour qu'il puisse un peu pleurer quand même, et se dire qu'il a été vraiment le dernier des connards. Mais bon, comme c'est un garçon qui avait plutôt un bon fond, un peu colérique, mais un bon fond, bon, à la fin on lui pardonne, quoi. Et puis surtout, Hiro lui pardonne. Et pour moi, aujourd'hui, c'est impossible. Et toutes les réactions des lectrices voilà, étaient assez unanimes à ce sujet-là. Est-ce que du coup, tu aimes le personnage de Claudio? Est-ce que tu as aimé l'écrire? J'ai beaucoup aimé l'écrire parce que du coup, c'est un personnage qui est tout en nuances. Et j'ai beaucoup aussi aimé mettre dans la bouche donc, de son rival, de Juan, les éléments annonciateurs. Ce que Juan essaie de mettre en garde Hiro, bon, il la met pas en garde forcément pour les bonnes raisons. Parce que, et de la bonne manière. Et de la bonne manière surtout. Mais ce qu'il dit est très vrai et va se révéler exact sur Claudio. Alors que Claudio a tout du jeune premier. Et du coup, Hiro n'a pas pardonné à Claudio, mais a pardonné à Juan. Alors, elle pardonne, enfin, dans des conditions assez particulières, mais effectivement, elle choisit, quitte à pardonner à quelqu'un, c'est Juan qui pardonne, qui sur le papier lui a peut-être fait plus de mal. Mais elle a choisi de pardonner à Juan parce qu'elle lui a même pardonné même avant qu'il se sacrifie pour elle. Mais elle fait un choix à un moment où elle arrivait à un autre niveau d'elle-même, un moment où elle peut faire vraiment un choix. Même si elle lui pardonne, je ne pouvais pas terminer par un happy end pour eux deux. Oui. C'était pas possible. C'est pas possible. Juan n'a pas été au bout de son parcours et de sa rédemption. Du coup, pourquoi une fin ouverte? Ça aurait pu être une fin tragique. Ça aurait pu être une fin tragique, ça aurait pu être une fin très heureuse, mais ça aurait été un peu tiré par les cheveux pour moi, enfin du moins pas cohérent avec la psychologie de mes personnages. Une fin ouverte parce que pour moi, du coup, j'avais plus de la place pour terminer l'histoire de Juan et de Hiro. Il y a une limite de page aussi, j'imagine. Oui, il y a une limite de page. Et puis, il y avait cette question de rythme. Tout est centré autour de Messine. Tout est sur la survie de Messine, qui est liée à Hiro, qui est son héritière dans tous les sens. Et voilà, la bataille de Messine est terminée. On est arrivé à quelque chose. Donc là, on passe sur autre chose. Et donc, ça, c'est une autre quête qui commence pour Hiro. Mais là, celle de protéger Messine est terminée. Donc pour moi, c'était ça. Maintenant, effectivement, sa quête personnelle n'est pas terminée. Et doublement pas terminée si effectivement les lecteurs comprendront encore plus lorsqu'ils verront ce que j'ai réservé à Hiro 10 ans plus tard. Voilà. J'ai hâte de découvrir ça. Et du coup, au niveau du retour des lecteurs, des libraires, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es content? Ah oui, je suis très content. Enfin, j'ai le sentiment que ce que j'ai voulu faire a été compris et apprécié. D'accord. J'ai des retours de lecteurs qui sont vraiment, vraiment enthousiastes, des retours de libraires aussi qui me mettent en coup de cœur. Dans leurs étals, ce qui n'est pas facile vu la production de livres en cette rentrée, et qui essayent de partager leur découverte d'une romantaisie un peu différente, peut-être plus littéraire par ses dialogues, et puis avec très référencé, même si j'essaie de glisser quelque chose d'un peu moderne dans le livre. Je ne m'appuie pas que sur Shakespeare. Je n'hésite pas à aller chercher, à faire des petits clins d'œil à différents univers de pop culture. Voilà, j'essaie de le faire en sorte que ça ne gêne pas la lecture, que ça ne vienne pas parasiter. Mais voilà, je me suis beaucoup amusé et beaucoup inspiré du cinéma de Michael Mann, par exemple, Le Dernier des Mohicans. Donc, dans les courses-poursuites que mène Hiro à la fin, ils sont très inspirés de ça. Il y a 2-3 dialogues qui font aussi référence à d'autres enemies to lovers, dont dans Star Wars. Voilà. Alors certains les reconnaîtront, d'autres ne le reconnaîtront pas du tout, mais ça, c'est pas grave. C'est le petit jeu de connivence que j'aime bien faire avec les lecteurs, que j'avais déjà fait à l'époque sur mon premier livre, qui était
un spin-off dans l'univers de Tara Duncan à l'époque, donc j'aimais beaucoup faire ça. Là, j'ai essayé de le faire de manière juste. Et puis, il y a aussi pas mal de petites de choses que j'ai lancées, que certains libraires ont pointé, ont vu. Ah oui, mais ça, ce petit fil rouge, là, ce petit élément, c'est appelé à être développé plus tard. Oui, peut-être, on verra. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu es fier de toi d'avoir pu répondre à ce petit défi que tu nous avais présenté un petit peu au début de l'interview? Ah oui, oui, je suis très fier, très content. Et puis, toujours, bien sûr, insatisfait parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne sait pas si je pourrais aller au bout de ce projet, voilà, de tout ce que j'ai dans ma tête. On ne sait pas si effectivement le livre a trouvé suffisamment de lecteurs, si on en parle suffisamment. C'est le jeu de notre industrie et puis de notre monde très connecté. Et dernière question, pas des moindres, ma préférée. Si Shakespeare pouvait lire ton livre, qu'aimerais-tu qu'il te dise? Je ne sais pas s'il aurait quelque chose à me dire. Moi, j'aurais plein de questions à lui poser. Ça, c'est sûr. D'abord, est-ce que c'est vraiment lui qui a tout écrit? Voilà. Quelles sont les femmes qui lui murmuraient à l'oreille aussi? Parce qu'il y a quand même, dans certaines pièces, tout d'un coup, des dialogues. Voilà, on se dit, waouh, mais c'est pas possible que ce soit pas une femme qui les ait écrites. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres, on se dit, ah, ça, c'est vraiment un homme qui l'a écrit, il n'y a pas de problème, parce que dans le théâtre de Shakespeare, il y a une ribambelle de red flag bien corsée. Donc voilà, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent? Pas mal. Pas mal. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie de découvrir aussi ce roman que j'ai vraiment, encore une fois, trouvé très chouette et très, très original. Donc, merci Thomas et Merci à à toi. bientôt peut-être pour une autre interview. Merci.